Alors, comme l'a énoncé Anne-Laila Mastersheim, en fait, moi je suis chercheur au CNRS, Jean-François Guiglione, et avant de commencer cette table ronde, j'avais envie de dresser un petit peu le bilan de ce qu'on retrouve dans l'environnement. Moi je suis océanographe et je fais des missions dans le monde entier, et ce qu'on peut observer, en fait, c'est que la pollution plastique, elle est bien en dessous, en fait, de ce que vous pouvez imaginer. En réalité, en fait, vous imaginez très peu ce qu'on peut voir dans l'environnement. La quantité de plastique est partout. On les retrouve du haut des montagnes jusqu'au fond des océans. Et à chaque fois qu'on va faire nos missions océanographiques, on a des quantités de plastique qui sont vraiment effarantes. On considère en fait que d'ici une vingtaine d'années, on aura autant de plastique que de poissons dans les océans, pour vous dire en fait à quel point on a une pollution. Donc aujourd'hui, on a lancé cette table ronde pour discuter en fait d'un aspect solution. Est-ce qu'on peut trouver des solutions à cette pollution plastique? Et on va parler plutôt de l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, c'est un grand terme qui donne l'impression qu'on a trouvé la solution magique. Et on va se rendre compte qu'il y a des solutions, mais ça ne marche pas forcément. Aujourd'hui, en fait, on peut considérer que l'économie circulaire, elle a commencé il y a 10 ans, 20 ans maximum. Et le fait est que la pollution plastique continue à augmenter en fait, dans nos environnements. Donc on va discuter aujourd'hui de quelles sont les solutions. Alors l'économie circulaire, déjà pour vous expliquer, c'est 3 piliers. Le premier pilier, ça va être l'entreprise qui va mettre sur le marché un produit avec le gouvernement qui va donner l'autorisation de mettre ce marché sur le produit. Ça, c'est le premier pilier, c'est je produis. D'accord ? Donc j'utilise des ressources et je vais faire un produit. Le deuxième pilier de l'économie circulaire, c'est le consommateur. Et là, le consommateur, en fait, c'est à lui de réfléchir comment il va utiliser le produit. On parle des 5 R, 6 R pour le consommateur pour essayer de résoudre la question de la pollution plastique. Le premier R, c'est déjà refuser l'utilisation de trop plastique. On a dans nos magasins de plus en plus d'emballages et suremballages, donc ça, on peut refuser ça. On peut réduire notre consommation de plastique, on peut réutiliser certains produits. Et puis le dernier R, c'est rendre à la terre. C'est-à-dire qu'on va essayer non plus d'utiliser des plastiques, mais d'utiliser de la matière organique pour pouvoir la rendre dans le compost, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est les solutions qui sont orientées vers le citoyen. Là, sur cette table ronde, on va plus discuter du recyclage. Le recyclage, en fait, ça donne l'impression que on boucle la boucle, qu'on arrive à refaire de la matière par recyclage. Et en réalité, en France, les chiffres sont assez catastrophiques. On a aujourd'hui 12% de la poubelle jaune qui est vraiment recyclée. D'accord ? Donc c'est vraiment pas grand-chose. Et ça, il faut qu'on commence à innover de plus en plus, et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Comment on peut faire pour innover vers le recyclage ? Qu'est-ce que ça veut dire le recyclage ? Aujourd'hui, on peut vraiment considérer que le recyclage ne fonctionne pas en France, mais en Europe et dans le monde de manière générale, parce qu'on a de plus en plus de déchets. Il y a de plus en plus de scientifiques qui vont dans le sens d'une réduction globale de la production de plastique. Aujourd'hui, on a dépassé les 400 millions de tonnes de plastique par an. On aimerait en fait que d'ici 2040, il y a un traité mondial du plastique qui est en cours, qui va être normalement signé d'ici 2025 avec des objectifs normalement contraignants. Et ces objectifs, ça serait de réduire à 200 millions de tonnes de production de plastique d'ici 2040 et à 100 millions de tonnes d'ici 2050. Donc ça, c'est les chiffres qui sont annoncés en ce moment. Le premier objectif numéro 1, évidemment, c'est réduire parce qu'on n'arrive pas à faire face à nos déchets. Et puis on a d'autres objectifs secondaires. Donc là, les objectifs secondaires, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. C'est comment on peut améliorer le recyclage, comment on peut mieux penser nos matières pour qu'elles soient mieux recyclées. Et si elles finissent par hasard dans l'environnement, prévoir des produits qui soient par exemple biodégradables. Donc j'ai envie de laisser parler nos premiers intervenants. Je vais vous laisser vous présenter et montrer un petit peu à quel point vous êtes innovant dans la question du recyclage et dans la production de nouvelles matières. Donc Olivier Civil, est-ce que tu veux bien présenter ta société, s'il te plaît ? Bonjour, donc Olivier Civil, je suis le cofondateur de Plaquesteel. Plaquesteel est une société qui régénère les déchets textiles en polymères hybrides innovants qui remplacent le plastique vierge. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais en introduction, donc moi je suis ingénieur à la base, hein, donc à la base, on va dire un ingénieur pour toute la vie, on va dire. Et en fait, je voudrais vous faire un scoop. Le plastique, c'est une super matière, c'est un super matériau. C'est un matériau qui a permis des progrès colossaux dans tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit l'alimentation, que ce soit les usages au quotidien, etc. Depuis 50 ans. Si, il est très mauvais ce micro, excusez-moi, mais on entend un mot sur deux, il est super pénible en fait à parler. Merci. Voilà,
Celui-là est beaucoup mieux, merci. Donc c'est un matériau qui a permis des super progrès depuis 50 ans dans tous les domaines. Et c'est une invention, je pense que c'est une avancée technologique qui est incroyable. Donc le plastique, c'est un super matériau. L'usage du plastique à usage unique est la plus grande aberration qu'on ait pu imaginer dans le monde. Pourquoi? Parce que le plastique, c'est un matériau qui est, par définition, un thermoplastique, donc physiquement et chimiquement parlant, c'est recyclable. On peut faire 10 vies avec un matériau plastique. Donc se dire qu'on va mettre une bouteille en plastique pour un usage d'1 litre et jeter la bouteille ensuite dans la nature, c'est une aberration économique qui a été faite dans les années 70, on va dire, quand on a commencé à abandonner la bouteille en verre, la consigne, toutes ces histoires un peu de grand-mère qu'on avait. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, je ramenais les bouteilles chez l'épicier du coin pour la consigne, quoi. Je veux dire. Et tout ça, ça a disparu. Pourquoi? Parce qu'on a dit, ben non, le matériau c'est génial, on va en faire des usages uniques. Et derrière, on se fout de savoir ce que ça va devenir. Et moi qui suis ingénieur à la base, j'ai été formé dès l'origine pour une économie ultralinéaire. Produire plus, moins cher, mettre à disposition des gens de plus en plus de moyens, de possibilités, etc. Faire gagner de l'argent aux entreprises, travailler sur des KPI, des ratios, optimiser le truc. Tout ça dans une logique circulaire. À aucun moment, on ne s'est jamais posé la question de qu'est-ce que ça devient à la fin. Et à un moment donné, on se réveille un peu comme si c'était pas un cauchemar, mais un rêve, quoi. Et puis on se dit, mais mince, mais on est en train de polluer, de faire des montagnes de déchets que personne ne sait gérer parce que personne ne s'est posé la question. Donc on a tous travaillé, enfin, et je m'inclus là-dedans parce que c'est toute l'économie à travailler dans une logique linéaire. Je crée, je produis, j'utilise, je jette, et jusqu'au bout. Et à la fin, on se dit, bah ouais, mais attends, elle n'était pas cette montagne il y a 10 jours là. Ah non, c'est du déchet. Aujourd'hui, le point culminant en Floride, c'est une montagne de déchets. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, donc, et en plus, il augmente chaque année. Comme tu dis, en fait, le plastique est un matériau qui est génial, qui nous a permis des avancées vraiment colossales. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve dans l'environnement, c'est les plastiques à usage unique et les emballages. Donc c'est aujourd'hui la cible majeure de la réduction. C'est évident, en fait, pour le public peut-être qui ne sait pas, on a dans la production mondiale de plastique à peu près 40% du plastique qui est utilisé pour l'emballage. Si on enlève l'emballage, et c'est ce qui est prévu avec la loi AGEC d'ici 2040, on enlèvera déjà 40% du problème. Donc ça, c'est évidemment une aberration. On utilise un produit qui a des très longues durées de vie en fait, pour des usages qui sont trop courts. Donc toi, tu as trouvé quelle solution alors? Voilà, nous on y est rentré un peu de façon, là aussi, un peu technique, ingénieur, quoi, on va dire. On a été confronté à un problème à un moment donné de notre parcours qui était qu'est-ce qu'on peut faire de ces déchets textiles qu'on retrouve de partout. Et donc on s'est dit, ben, on va essayer d'en refaire une matière. Parce que ce qui est vrai pour le plastique, c'est évidemment vrai pour les vêtements. Les vêtements aujourd'hui, c'est 85% de vêtements composés de mélanges de fibres, dont des mélanges pétrosourcés. Moi j'appelle ça du pétrosourcé, ça vient du pétrole. Quand vous mettez un polyester, quand vous mettez un acrylique, quand vous mettez un élastane et tout ça, dites-vous bien que vous portez du pétrole. C'est pas du coton. Et autant on peut imaginer en fait qu'on peut, nous consommateurs, réduire notre consommation du plastique. Donc ça c'est facile, d'aller au marché simplement et d'éviter d'utiliser des sacs, d'éviter de faire trop d'emballage. Par contre, par rapport à nos vêtements, alors là, moi j'ai l'impression que c'est sans issue en fait. Tous les vêtements qu'on va acheter aujourd'hui, en fait, ils sont d'origine pétrosourcée. On utilise très peu de fibres naturelles. Donc du coup, comment on peut trouver une solution à ça? Exactement. Et en plus de ce que tu dis très justement, et là encore à la base, pourquoi est-ce qu'on met des fibres textiles pétrosourcées dans le naturel? C'est pour améliorer la durée de vie, c'est pour améliorer le confort, c'est pour faire des vêtements qui sont chauffants, etc., etc. Il y a plein de bonnes idées à la base, sauf qu'on n'a pas du tout pensé à la fin de vie. Et on se retrouve en plus aujourd'hui avec un deuxième phénomène qui arrive, qui est comme une vague un peu qui envahit tout, c'est la fast fashion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des générations, moi je ne suis pas de cette génération-là, mais des générations, jeunes générations, qui, quand ils vont faire les courses, ils vont acheter des t-shirts, ils vont les porter 1 ou 2 fois, et puis après on ne l'utilise plus.
Et on se retrouve avec une multitude de vêtements dont on ne sait pas quoi faire. Donc tout ça nous a amené à réfléchir. Là encore, qu'est-ce qu'on peut en faire? On s'est dit, à la base, c'est du pétrole, c'est des mêmes molécules qu'on va retrouver dans de la plasturgie. Donc faisons une matière qui peut remplacer le plastique en plasturgie uniquement. Donc c'est comme ça qu'est né Plaxtil, en fait, tout simplement. Évidemment, ce n'est pas si simple que ça, parce que sinon tout le monde l'aurait fait. Mais au final, on se retrouve avec, on part du textile broyé comme ça, on se retrouve avec de la matière comme ça qui remplace le plastique pour faire des objets. Alors évidemment, ils ont des contraintes, ils ne peuvent pas être transparents, ils ne peuvent pas être, etc., etc. Ils ont la couleur de la matière, forcément. Mais en même temps, travailler sur un rapporteur qui est comme ça, ou un rapporteur transparent, super joli, etc., finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Les angles, c'est les mêmes, l'approche, c'est la même, etc. Donc pour faire de la géométrie, c'est pareil. Et ce cas-là, ça se passe aussi sur les cintres, sur tous les objets au quotidien qui font que potentiellement, on peut réutiliser ces déchets pour faire ça. Juste un petit mot là-dessus. Nous, c'était notre idée du départ, on est parti sur le textile. On a lancé Plaxtil en octobre 2019. On a pris le bâtiment Plaxtil, donc l'usine, en février 2020. On était super contents. 1er mars 2020, on rentre dans nos locaux. Super, génial et tout. Le 5 ou 7 mars 2020, confinement. Alors on se retrouve, on se dit, peut-être qu'il y a un problème, on n'aurait pas dû lancer ça au bon moment, quoi. Bon, donc on fait le confinement comme tout le monde. Hein, et on sort de là. Là, qu'est-ce qu'on voit arriver? Les masques jetables. Mais on se dit, mais c'est incroyable. Il y a 6 mois, on parlait du plastique jetable. C'était un scandale absolu pour tout le monde. Et on a été inondé de ces trucs-là. Sans aucune logique de se dire, ah ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait après, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a adapté le process, qu'on a fait une solution de recyclage des masques et qu'on a surtout porté ce message en se disant, mais arrêtons de penser que ça, c'est usage unique, il faut qu'on gère la matière après, quoi. Voilà. Donc c'est un peu de là aussi qu'est parti Plaxtil, avec toute cette expérience liée au Covid, etc., et qui nous a un peu porté au départ. Voilà. Vraiment bravo, c'est une initiative super intéressante. Comment vous faites pour récupérer vos matières en fait, de départ? En fonction des sourcings, en fait, on a différents types de sourcing. Donc, déjà, on a une entreprise d'insertion qui est filiale de Plaxtil, qui est en contact avec toutes les entreprises d'insertion de France qui font de la récupération de textile. Donc, aujourd'hui, chez Essémon, on est capable d'avoir des flux de vêtements qualitatifs. Donc, par exemple, à fort tonnage polyester, blanc, par couleur, etc., qu'on peut récupérer dans toute la France. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que toute l'économie de la collecte, donc l'économie solidaire en plus, hein, donc c'est souvent des entreprises solidaires, de la collecte des vêtements en France, n'avait une rentabilité économique que grâce à l'exportation des textiles en Afrique. C'est là qu'ils faisaient le modèle économique. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas nous jeter nos déchets pour aller envahir l'Afrique. Enfin, c'est des aberrations complètes. Alors on ne peut pas taper dessus parce que c'est l'économie solidaire et que l'économie solidaire fait en plus de l'insertion. Donc c'est très positif. Mais bon, quand bien même, il faut que le modèle change. Donc nous, on travaille aussi pour gérer ces flux et que ces flux reviennent dans des logiques de recyclage, de régénération et puis de travail locaux. Je veux dire, arrêtons d'envoyer ces déchets en externe. Donc nous, nos flux sont générés comme ça, ou alors générés via des sourcings directs. Par exemple, aujourd'hui, on travaille avec des hôpitaux, on récupère tous les équipements de protection individuelle jetables des hôpitaux, hors DASRI, hein, tout ce qui est à risque infectieux, on ne le gère pas, mais le DASRI, ça représente 10% d'un hôpital. Tout le reste, aujourd'hui, partait en DIB. Alors que là encore, c'est de la bonne matière, c'est souvent du polypropylène pur, c'est des matières très intéressantes, et personne ne sont positionnés. Hein. Un chiffre, hein, juste le marché des EPI jetables en France, c'est 1 milliard d'euros par an. En France. Et c'est jeté. Donc c'est 1 milliard de matière qui est jeté chaque année. Juste là-dessus. Donc je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose, quoi. C'est passionnant. J'imagine que vous devez finalement crouler vers vers la quantité de matière de départ. Est-ce que votre société, en fait, petit à petit, de plus en plus, enfin, je la connais pas suffisamment pour savoir à quel point elle grossit depuis le lancement de la société. Et du coup, en fait, est-ce que vous croulez en fait sous les demandes de différents types de matériaux, ou est-ce que vous pouvez utiliser n'importe quel type de textile? Il y a deux questions. Sur les types de textiles, nous, on a un panel aujourd'hui, on était beaucoup parti sur le polyester coton au début. Maintenant, on a peut-être un panel de 50 matières qu'on arrive à régénérer. Tiens, pour l'anecdote, ça, c'est un produit qu'on a fait avec notre voisine à base de combinaisons de plongée.
Donc à base de néoprène. Vous voyez, donc, et ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a cherché ensemble et qu'on trouve. Donc c'est des matières qu'on n'avait pas au départ. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur l'aspect économique et croissance de notre activité. Là, il y a un truc qui est important aussi à dire, c'est que l'économie circulaire, ça a un point important, c'est que c'est une économie. Sauf que l'économie circulaire s'affronte systématiquement avec l'économie linéaire, qui est là depuis le début du capitalisme pratiquement, avec des acteurs comme les fabricants de plastique, les distributeurs de plastique, les plasturgistes à très haut niveau, qui font qu'on obtient voire la mondialisation, on obtient des prix des pièces plastiques générées en Chine sur du plastique vierge qui n'a rien à voir avec un produit régénéré en France à partir de déchets français. C'est impossible. Donc, il y a tout un accompagnement à faire en fait autour des valeurs. Qu'est-ce qu'on porte comme valeur? On ne porte pas juste un modèle économique, on porte un modèle de valeur. Et nous c'est vraiment notre credo là-dessus. Quand on fait une action avec Plaxtil, quand un client fait une action avec Plaxtil, on est garant d'une solution qui porte des valeurs. Et garant pour le client, et le client va reprendre ce qu'on a fait et l'impacter directement dans sa propre RSE, dans son propre impact environnemental. Et ça, pour nous, c'est important parce que demain, les premiers qui font ça, moi je vais les citer, il y a Cultura, il y a Kiabi, des gens comme Lacoste, eh bien, je pense qu'ils auront un gain compétitif à terme d'avoir été les premiers à revendiquer ce fort ancrage sur cette RSE. Voilà. Justement, une dernière question, en fait, les contacts que tu peux avoir avec les producteurs de textiles, tu les as en direct et est-ce que tu leur proposes des solutions et est-ce que c'est vers des grosses sociétés comme ça qu'il faut s'adresser? Comme ça, on peut imaginer une circularité parce que dans la circularité, c'est pas simplement je prends des ressources, je produis, mais je pense à la fin de vie. Et du coup, en fait, tu vas pouvoir les aider par rapport à ça? C'est exactement notre démarche au départ. C'est-à-dire qu'on va vers les producteurs et vers les metteurs en marché textile. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'économie textile en France est toujours une économie sinistrée. Parce que déjà, la production est de plus en plus, elle est toujours très faible. Et quand on veut relocaliser du textile en France, c'est très compliqué. C'est cher et très compliqué. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tous les metteurs en marché textile, aujourd'hui, leur modèle économique se base sur l'importation de produits très peu chers, en particulier fabriqués dans des pays comme le Bangladesh et des choses comme ça, où là, si du jour au lendemain, on leur demande de changer le modèle, ils sont tous morts. Donc il y a un vrai travail de long terme à faire avec eux, d'accompagnement et d'apporteurs de solutions. Et nous, vraiment, on essaie d'apporter ces solutions-là, de leur mettre à disposition. Après, ils prennent ou ils ne prennent pas. Je veux dire, c'est un peu, ça dépend souvent de quelques personnes. Hein. Moi, chez Kiabi, on a avancé parce qu'on a rencontré le directeur RSE de Kiabi, qui est un gars fabuleux. Qui a cru au projet. Mais par contre, le même en face chez Pinky ou chez un autre, il n'est pas là, il a d'autres priorités, et donc on ne le fera pas. Voilà. Donc ça dépend souvent des hommes, évidemment, des rencontres. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est comme un gros paquebot, tout ça. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut que les choses se tournent rapidement. Par contre, il y a un effet d'exemple. Le premier qui fait ça, il est vraiment identifié comme tel, et les autres vont suivre. Merci beaucoup Olivier. On va passer maintenant la parole à Pascal, Pascal Puig en fait qui représente la SAS Captain Neo. Pascal, tu es une figure de Banyuls depuis des années. En fait, tu as commencé par le club de plongée de Banyuls qui est devenu THE club de plongée vraiment qui est avec énormément en fait, de clients qui viennent découvrir les beautés de la mer ici. Et puis, tu t'es recyclé, toi-même, vers un autre métier. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et puis ce que tu proposes maintenant? Eh bien, Captain Neo est né de la rencontre entre Delphine, qui est une amie maintenant et une partenaire dans cette société qui se développe petit à petit. Donc, on est deux plongeuses. Et quand on s'est rencontrés dans mon centre de plongée, on ne savait pas quoi faire du néoprène usagé. Et il a fallu que je rencontre quelqu'un qui sache coudre pour avoir cette idée de transformation de ces combinaisons qui partaient en déchetterie pour être brûlées ou enfouies et dont on ne savait pas quoi faire. Donc l'idée de plus jeter nous est venue comme ça un petit peu suite à cette rencontre avec Delphine qui avait créé
une pochette dans laquelle elle avait mis ses papiers de plongée et que j'ai remarqué. Et j'ai dit, mais cette pochette est magnifique, où est-ce que vous l'avez achetée? Elle m'a dit, c'est moi qui l'ai faite. Et à partir de là est née la société Captain Neo, avec la difficulté de savoir comment on allait transformer, qu'est-ce qu'il fallait vendre à qui, et comment faire passer cette information à tout public. Ouais, parce qu'on imagine en fait une combinaison de plongée, son avenir, il n'y a pas de possibilité de recycler, de transformer la matière et la transformer en une autre matière. Ça, c'est pas envisageable. Donc ça veut dire que, comme la plupart de nos déchets, en fait, on sait qu'on a à peu près, allez, on va dire 12-20% qui est recyclé. Après, on aura 40% qui est enfoui, qu'on met sous la terre, et le reste qui va être brûlé, en fait. Et donc, du coup, les combinaisons de néoprène, c'était prévu au départ pour être enfoui ou brûlé. Il n'y avait pas possibilité de recyclage vraiment, quoi. Et là, vous avez trouvé une solution pour valoriser, en fait, ce déchet. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous en faites maintenant? Quels sont les produits que vous proposez? Alors pour la deuxième vie de ces combinaisons, elles sont transformées en maroquinerie et accessoires. Donc on fait des sacs, sacoches, plutôt pour rentrer dans un côté mode, tout en utilisant les diverses qualités de ce néoprène, parce qu'il est ultra léger, très résistant. Il est surtout isolant, donc ça permet à tout objet ayant une batterie d'être protégé des variations de température. Et il est aussi extensible et lavable, puisqu'on a créé Delphine, qui est la créatrice de chaque pièce, a donc créé des sacs qu'on pouvait passer entièrement à la machine à laver, ce qui a été assez intéressant quand le Covid est passé par là, puisqu'on pouvait enfin laver nos sacs. Ouais, c'est bon, ça marche. Tu as un magasin dans le coin et j'aimerais bien en fait que tu nous dises donc déjà où est-ce qu'on peut trouver tes produits, et puis après les discussions que tu dois avoir avec tes clients. Parce qu'en fait, quand on fait le métier que vous faites, il y a aussi une responsabilisation en fait des clients. Et s'ils viennent chez toi, c'est par curiosité parce qu'ils trouvent ça beau ou parce qu'ils ont envie de s'investir vraiment dans une nouvelle façon d'utiliser le plastique? Et en fait, tous les gens qui rentrent dans la boutique qui est donc à Bagnols-sur-Mer, la boutique physique est à Bagnols-sur-Mer, ils sont vraiment très impactés par ce qui se passe sur notre planète et ils souhaitent participer à leur façon et à travers un achat à mener une action pour que ces combinaisons en fait ne soient pas détruites et un rôle important. Donc tous les cadeaux sont des cadeaux durables. Nous on sait que quand on va vendre un sac, la personne, elle ne va pas revenir en acheter tout de suite d'autres, puisque la vie de ce néoprène est extrêmement longue, surtout sous forme de sac ou de sacoche, puisqu'il ne va pas être soumis à des genoux qu'on racle un peu de temps à autre sur les rochers, où on s'assoit n'importe où avec nos combinaisons. Donc en fait, tous ces clients jouent un rôle important au niveau de la planète. Et je me posais une dernière question. En fait, les gens qui... Comment dire ? Les personnes qui vont venir dans ton magasin, en fait, ils cherchent vraiment des solutions. Est-ce que du coup, tu les orientes vers des produits particuliers? Est-ce que c'est plutôt des plongeurs qui viennent te voir ou est-ce que c'est vraiment tout public? Alors, c'est tout public qui vient nous voir et c'est auprès de tout public qu'on récolte les combinaisons en néoprène. Donc déjà, on a créé une communauté qui s'appelle la communauté des néopotes et qui est sur toute la France, qui nous contactent. Alors ce sont des bases plein air, ce sont des associations nautiques, ce sont des particuliers, ce sont des tas de personnes qui ne savent pas quoi faire de leurs combinaisons
Et donc, on a des lieux qui récoltent ces combinaisons, surtout les gros magasins de plongée sous-marine qui ont des endroits spéciaux pour stocker. Et on envoie elles arrivent jusqu'à Bagnous en covoiturage. Donc, on n'a pas d'empreinte carbone pour tout ce qui est transport. Et les particuliers, par contre, eux, veulent souvent faire des créations dans leurs propres combinaisons qui sont chargées de leur aventure. Et donc, eux, ils sont obligés de nous l'envoyer ou de nous l'apporter pour qu'on puisse créer à l'intérieur ce qu'ils désirent comme objet. Par exemple, une protection pour leur ordinateur. Donc là, il faut des mesures, il faut... voilà. Donc, pour les particuliers, on est obligé d'employer le système de la poste pour récupérer. Est-ce que vous êtes les seuls en France ou les seuls au monde à faire ce genre de choses? Est-ce que tu as connaissance d'autres initiatives en fait, qui utilisent les combinaisons de néoprène dans le monde? En fait, en France, on sait qu'il y a des gens qui broient les combinaisons pour faire du remplissage de poufs ou de fauteuils ou autres. Et il y a aussi une petite société qui est basée en Bretagne qui met des coudières ou des épaulières sur des pulls en laine. Donc, ce sont nos copines bretonnes. Et puis, on est les seuls en Europe, d'après nos études, qui transformons le néoprène usagé si bien valorisé avec une couture et des finitions aussi soignées. Et donc, on a travaillé pour les Galeries Lafayette. On a aussi des gens qui nous commandent pour faire des corners dans leur magasin, puisque la maroquinerie de demain, on espère que ce sera celle-là, qui est issue d'un déchet aussi bien transformé. Eh ben, bravo pour cette super initiative. On va passer maintenant la parole à Naila Mastersheim. Donc, tu travailles, donc tu es la présidente de Plasticati, et toi tu as pris le problème d'une autre manière. En fait, tu n'es pas dans le recyclage, tu vas penser à la ressource. Est-ce qu'on est capable de faire des plastiques un peu différents, pas forcément des plastiques biosourcés? Et puis, tu es capable d'aller sur le terrain et de voir les effets que ça va avoir sur le terrain. Donc, tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu proposes en fait en termes de solutions par rapport à cette économie circulaire, s'il te plaît. Donc oui, je suis assez d'accord avec Olivier. Finalement, le plastique, il a permis beaucoup de choses, beaucoup d'avancées. On pourrait penser à l'aviation, aux bâtiments, aux vêtements, à l'hygiène, la lutte anti-gaspillage, tellement de choses. Mais malheureusement, effectivement, ce plastique, parfois, il n'est juste pas à sa place parce que c'est pas un plastique, mais des plastiques. Et que, en fait, toute leur diversité permet des usages qui sont particulièrement intéressants. Donc, l'inconvénient majeur que nous, on pensait, donc, cette société, quand elle a été créée par ces deux chercheurs, elle avait pour idée de donner des solutions, d'identifier des solutions, parce que si demain, on fabrique des plastiques biodégradables ou recyclables qui se transforment en bombes, s'ils sont perdus dans l'environnement, l'idée, c'est que ces bonnes solutions soient plutôt éliminées. Donc, l'idée, c'était de pouvoir dire quelle est la bonne alternative, finalement. Est-ce que demain, certains plastiques recyclables sont une vraie alternative? Est-ce que si je recycle un plastique une fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois, 10 fois, 15 fois, à partir de quel moment ce plastique va potentiellement fabriquer des microplastiques, des nanoplastiques qui vont devenir en fait toxiques pour les organismes qui sont à côté, nous inclus, hein, bien sûr. Et puis après, dans ces nouvelles générations de plastiques, qui sont super intéressants, hein, parce que des plastiques fabriqués à partir de patates, de bactéries, de protéines de lait. Il y a tellement de bonnes idées de blé, enfin, voilà, tellement d'idées qui sont intéressantes parce que cette fois-ci, on utilise du carbone qui n'est plus un stock de carbone. On ne parle pas de pétrole, on parle d'une source de carbone de la vie, mais qui est aujourd'hui dans notre écosystème, donc qui a piégé finalement le carbone de l'air pour le mettre dans un organisme vivant.
Et ces organismes vivants, on va s'en servir pour en faire des nouveaux plastiques qui peut-être auront moins d'impact. Et finalement, nous, notre but, c'était de comment on teste, comment on fait pour savoir qui est la bonne idée, qui est la bonne alternative. Est-ce que si je prends du maïs et que demain je fais un plastique avec ce maïs, je fais de l'acide polylactique, est-ce que ça, c'est toxique en milieu marin? Est-ce que c'est biodégradable? Qu'est-ce que ça fait? Finalement, si c'est pas biodégradable et que c'est pas recyclable, c'est pas une solution. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Et est-ce qu'il vous arrive en fait de travailler avec des sociétés et de leur dire finalement, voilà, j'ai testé votre produit, il ne fonctionne pas? Et du coup, quand ça arrive, est-ce que vous les aidez à trouver des solutions, par exemple? Alors, on n'a qu'une seule obligation. On a une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Et la biologie a toujours raison. Alors, des fois, c'est tout pourri. Bon, alors, quand ça fonctionne pas du tout, parfois, il faut trouver une autre alternative. Et effectivement, on essaye de les aider sur d'autres choix de matière, sur lesquels on a un peu de recul et sur lesquels on sait que peut-être que cette matière-là pourrait passer dans leur machine à eux sans qu'ils aient à tout changer forcément. Il faut juste un peu de modulation. Et puis qu'ils pourraient continuer finalement à faire leur boulot. Mais parfois, sur certains objets, quand on a parfois un mélange avec deux matières, donc deux copolymères, donc là on essaye de plutôt pousser pour qu'il n'y en ait qu'un seul. Sur certains, on a des mélanges entre des métaux et des plastiques. Donc là, quel est le pire? Est-ce que c'est le métal ou est-ce que c'est le plastique? Et on est très surpris parfois. Et des fois, on est même complètement contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on va proposer à certains de rajouter du plastique. Donc, des fois, c'est totalement contre-intuitif, mais parce que c'est la bio qui le dit, en fait. Et si la biologie, elle a dit que celui-là, pour qu'il soit recyclable, il fallait mieux le protéger, et après, on essaie d'un peu de les pousser vers la consigne. Et une fois que la consigne est mise en place, on peut même, sur certains endroits, comme sur les îles Baléares, essayer de regarder si la mise en place de consignes sur certains objets, est-ce que demain, cet objet disparaît de l'environnement parce que la loi a changé, parce que la méthode de gestion, finalement, ça marche. Et je suis assez d'accord avec Olivier. La consigne, moi aussi, je l'ai encore dans ma tête et c'était très bien. Et en plus, je gagne de l'argent, j'étais contente à l'époque. Bon. Alors, on a parlé du biodégradable, on a parlé du recyclable. Tu parles aussi de toxicité. Et ça, c'est un petit peu le parent pauvre. On ne sait pas vraiment si les produits sont toxiques, ce qui arrive dans nos mains, les normes, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas. Est-ce qu'il y a du lien en fait entre, par exemple, des gens qui font du recyclage et pour savoir si, quand ils vont transformer le produit, est-ce que finalement, il ne va pas devenir plus toxique que ce qu'il y a au départ? Est-ce que ce n'est pas une grande question là qu'on peut se poser quand on est en train de recycler de la matière? Et du coup, quels sont les tests que vous proposez pour faire ça? Quel recul vous avez par rapport à ça? Alors la grande difficulté, c'est que finalement, ce plastique, pendant longtemps, il n'a jamais été considéré comme un problème. Donc ce n'était pas un contaminant classique, il n'a pas été identifié comme les pesticides, les hydrocarbures, les métaux lourds. Donc il n'y a pas de classification de REACH sur le plastique. Bon. Et en fait, même aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul sur comment mesurer cette toxicité sur la biologie marine et ses impacts sur la biodiversité. Donc aujourd'hui, au laboratoire LOMIC, David Leston-Schneider a fait une thèse justement sur la méthodologie à mettre en œuvre pour suivre cette pollution plastique sur cette biologie marine. Et en fait, au fur et à mesure, moi, je suis par nature une biologiste marine. Donc c'était vraiment mon créneau d'aller regarder les effets de ces contaminants sur la biologie marine. Donc en fait, on a appliqué, on a transformé des méthodes classiques appliquées sur les pesticides, des hydrocarbures, mais on les a transférées sur la matière plastique et on a rendu accessible ce plastique. Et c'est ça notre innovation, c'est là où se trouve notre brevet, c'est de pouvoir réaliser ce test sur des tests très courts. Bon, comme c'est fait sur les pesticides, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, on a besoin de prendre en considération des tests longue durée et d'avoir suffisamment de recul pour être sûr que si ce n'est pas un effet direct lié aux additifs, tant mieux. Mais par contre, peut-être que la formation de microplastiques sur une durée très longue va devenir problématique, va devenir impactant, bon, d'abord pour la vie marine, mais comme la vie marine va le manger, finalement, c'est pour nous aussi, c'est cadeau. Donc, du coup, l'idée, ça va être de retracer cette ligne-là. Et encore une fois, c'est la mise en place de tests scientifiques, analytiques, pour mesurer les effets de matières
non recyclés, recyclés une fois, recyclés 2 fois, et on augmente le cycle et on regarde à quel moment finalement on a déstabilisé finalement cette matière, elle est devenue moins performante, moins résistante, et du coup elle peut être à ce moment-là à l'origine de microplastiques. Peut-être qu'il faut soit changer le process, soit changer de méthode tout simplement. Après un certain nombre de vies, on va se dire bah, là je m'arrête, je bascule sur une autre méthode et peut-être que je peux même recommencer après avoir fait une autre application dans ma chaîne de valeur en fait. Pour compléter un peu ce que dit Leïla, en fait, c'est une question qu'on se pose nous depuis le début. C'est-à-dire qu'on récupère des déchets, on sait qu'ils ne sont pas bons hein, d'une manière générale, parce qu'en plus, on n'a aucune traçabilité de la qualité des matières qu'on reçoit. C'est-à-dire que vous avez un t-shirt qui vient du Bangladesh, 100% polyester, vous êtes sûr que votre polyester il est super ? Moi, je doute, quoi. Donc, ça, personne n'est capable de le dire. Et donc, on a fait, en fait, nous, des tests déjà sur certains produits particuliers, sur des normes jouées, des choses comme ça, des présences de phtalates, enfin, les trucs assez classiques. À ce sujet, quand vous faites aujourd'hui un test sur un produit, sur une matière comme la nôtre, pour voir s'il y a phtalates et des trucs comme ça, 9 fois sur 10, ça part en Chine se faire tester. C'est incroyable, je veux dire, c'est quand même une folie douce. Et donc voilà, donc ça c'est une vraie question qu'on se pose. Est-ce que la matière qu'on fait après n'est pas pire que celle qu'il y avait avant ? Ça c'est fondamentalement c'est une vraie question. Et aujourd'hui, on va lancer un programme de recherche avec Leïla et puis les équipes de Plastic at Sea parce que c'est quelque chose qui pour nous est fondamental. Est-ce que le produit recyclé, est-ce que la matière recyclée, elle est pire ou pas pire ? On est prêt à l'entendre, hein, je veux dire, c'est logique. Parce que, quelque part, nous, quand on fait... on parlait par exemple du néoprène tout à l'heure. Est-ce que ça, un produit comme ça qui est fait à base de néoprène, est-ce que c'est vraiment tout pourri ou ça a un game par rapport au néoprène pur, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Et je pense que c'est l'avenir aussi des matières recyclées. C'est de pouvoir dire, de pouvoir justifier, de pouvoir avoir cette garantie que ce qu'on fait, ben, ce n'est pas non plus n'importe quoi et ce n'est pas pire surtout, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va clôturer cette table ronde. Je vous remercie. Je souhaiterais qu'on applaudisse donc Olivier Civil de la SAS Plastics, Pascal Puig de la SAS Captain Neo et Anne-Laila Massersheim de Plastic at Sea. Merci beaucoup.